Bonjour tout le monde, on va démarrer. Merci ceux qui ont le courage de venir. Peut-être malgré le titre pas forcément très clair. Alors on va faire une présentation à deux voix. Avec Delphine qui se présentera après quand elle va intervenir. Alors, c'est un projet, on va vous expliquer un peu où on en est. C'est un projet qui est démarré depuis très très longtemps, en fait, 10 ans, je dirais. Et donc, on avance petit à petit. Pourquoi? Parce que, comme vous allez le voir, le patrimoine instrumental, c'est quelque chose qui n'est pas très, pour l'instant, bien ancré dans les disciplines et qui n'a pas un soutien très très fort. Alors, là, on va parler d'une partie d'instruments qui sont un peu spécifiques, qui sont nos domaines d'intérêt, qui sont le spatial. Et donc, dans les aspects patrimoine, vous allez voir, il y a un caractère historique qui est lié avec le patrimoine. Alors, l'histoire du spatial, notamment en France, n'est pas si vieux que ça. Ça fait 60 ans, finalement, que ça existe en tant que vraiment activité un petit peu récurrente. Le spatial en tant que aller sonder ce qui se passe dans l'espace et y aller. Ces 60 ans correspondent à peu près à la vie de notre laboratoire. Je vais y revenir. Mais donc, du coup, c'est assez récent, mais malgré que ce soit récent, il y a déjà un besoin de réfléchir au patrimoine et surtout de le conserver. Donc, juste peut-être pour me présenter, pour ceux, puisqu'il y a des gens peut-être à distance et dans la salle qui ne connaissent pas, parce que là, on est dans l'amphi Gérard Mégy, près du Latmos, qui est mon laboratoire, donc il y a un certain nombre de gens qui me connaissent. Moi, je suis donc géophysicien, spécialiste en optique au départ, et j'ai développé des techniques de sondage de l'atmosphère par laser. Et puis après, je me suis intéressé au spatial. Et puis, j'ai dirigé le laboratoire Latmos, qui est un laboratoire dont on va parler, puisque c'est l'héritier de cette démarche spatiale qui a démarré au service d'aéronomie et au CETP, de laboratoires qui ont participé donc, à créer l'Atmos. Donc, j'ai dirigé ce laboratoire. Et puis, aujourd'hui, je suis vice-président de l'université Versailles-Saint-Quentin sur la partie recherche et innovation. Alors, on va essayer de trouver comment ça fonctionne. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce patrimoine finalement spatial que l'on a au Latmos et éventuellement dans les autres laboratoires spatiaux, puisque finalement le spatial a démarré, on en parlera après, avec la recherche. Et ben, du coup, on a mis quelques photos là, pour illustrer ce que c'était. Alors, c'est des parties d'instruments. Ce sont, alors principalement, le trésor, je dirais, que l'on a, ce sont des instruments à part entière qui sont des copies conformes de ce qui vole. Parce que dans le spatial, pour pouvoir être prêt au moment où on met un instrument dans l'espace, on a besoin d'avoir des modèles de remplacement, voire des modèles d'ingénierie, différentes étapes de ces modèles. Alors, bien évidemment, on envoie un seul modèle dans l'espace, donc les autres restent là. Ils restent là aussi, éventuellement, pour lorsque l'instrument fonctionne dans l'espace, on puisse vérifier au sol un certain nombre de choses. Et donc, on a ces instruments qui sont des copies conformes d'instruments qui ont volé. Donc, ça, c'est une partie de la richesse. Mais effectivement, il y a aussi des parties d'instruments que l'on a et qui ne volent pas et qui sont dans nos tiroirs. Associé à ça, on a beaucoup de photos, de documentation, de vidéos, des maquettes, des publications bien sûr scientifiques, des rapports techniques sur tous ces instruments. Et donc tout ça fait une description assez
assez dense de cette activité. Et la particularité, c'est que les instruments que l'on réalise se font souvent en un seul exemplaire et une fois. Donc, du coup, ils ont un caractère assez unique et assez unique aussi sur l'information recherche qu'ils sont capables de délivrer. Donc, c'est en ça qui, pour nous, constitue un patrimoine. Mais on reviendra sur les définitions avec Delphine. Alors, l'histoire du spatial, ça me paraissait important pour comprendre pourquoi aujourd'hui, effectivement, on vous parle de ce patrimoine. On a le service d'aéronomie qui a démarré, c'est un laboratoire, ça s'appelle service, mais c'est un laboratoire scientifique en 1958 sous l'impulsion de Jacques-Émile Blamont, qui nous a quittés récemment, et qui a eu la bonne idée d'utiliser les fusées qui étaient un héritage finalement de la guerre et des V2, des fusées pour les utiliser pour effectivement faire des sondages de la haute atmosphère, qu'à l'époque on ne connaissait pas du tout. Donc, basé sur cette expertise, le service d'aéronomie a ensuite développé d'autres techniques, ballons, et après spatial. À côté de ça, l'autre laboratoire, une partie de l'autre laboratoire qui a constitué de l'Atmos, était un laboratoire issu du CNET, du Centre national d'études et des télécommunications, et qui a développé une expertise sur la partie hyperfréquence radio, et qui a donc participé, pour vous donner un petit peu le parcours, qui a participé au premier satellite, je dirais, fonctionnel, puisque le premier lui-même faisait, c'était Astérix, il a fait Bip Bip. Le deuxième servait à quelque chose, il servait à comprendre les propagations dans la ionosphère. Aujourd'hui, on ne s'en occupe pas trop au quotidien, mais c'est ce qui permet effectivement qui nous permet de mieux maîtriser les communications, et donc qui reste un enjeu important. Et puis après, il y a eu beaucoup de développement radar, notamment dans ce laboratoire. Et donc, c'est ces deux laboratoires qui ont constitué l'Atmos, qui a déménagé dans le bâtiment ici en 2009. Maintenant, qui a été créé en 2009, je crois qu'il a déménagé en 2010. Voilà, donc un laboratoire très axé sur le spatial, et puis qui a du coup travaillé avec notamment l'agence spatiale CNES, l'agence spatiale française, pour les développements suivants. Alors, ayant ce patrimoine, et je suis très content que l'on accueille aujourd'hui le premier directeur de l'Observatoire des sciences de l'univers de Versailles, qui est l'OVSU. Et j'ai eu la chance de travailler avec Daniel. Et effectivement, à un moment donné, on s'est dit c'est quand même un petit peu idiot de ne pas profiter de ce patrimoine et surtout de ne pas le conserver. Alors, bêtement, je vais dire, enfin, je vais surtout dire pour moi, je ne vais pas associer à ça. Bêtement, on s'est dit on va faire un musée avec ces objets-là. Et du coup, on avait, et c'est les éléments que vous avez là, on a participé d'ailleurs. Je suis content de voir aussi Thomas, Annabelle qui est à distance. Là. On a travaillé à essayer d'avoir un projet de musée. Alors, vous voyez, on a travaillé sur le design et puis on a travaillé avec une société qui nous a fait une proposition. Et puis, ce projet s'est un peu écroulé assez vite parce que, d'une part, on voulait faire un musée dans nos locaux, donc c'était fermé au public, donc on nous a dit un musée que personne ne peut aller voir, c'était pas très intéressant. Et puis d'autre part, l'autre élément qui nous a fait progresser, c'est qu'on a compris qu'un musée, c'est pas juste poser des instruments, c'est aussi finalement faire tout le reste autour qu'on va vous expliquer, c'est-à-dire documenter ce qu'on a et puis les faire vivre. Et donc, du coup, on a un peu changé notre vision et de la démarche muséale. On s'est dit, voilà, il faut qu'on l'attaque dans toute sa globalité. Et du coup, on a fait appel aussi à nos anciens pour discuter sur les objets qu'on allait exposer. Alors,
pourquoi on est motivé par ce… Est-ce que ça va passer? Oui. Pourquoi on est motivé par ce patrimoine? De plusieurs façons. La première, c'est qu'en fait, ces instruments étant relativement uniques, ils sont extrêmement sollicités pour différents événements. Des expositions. Là, vous voyez typiquement le 50e anniversaire de la collaboration spatiale avec les Russes, ces laboratoires ayant beaucoup travaillé avec les Soviétiques. Effectivement, il y a beaucoup de projets en commun. D'autres projets divers et variés sur l'atmosphère, sur le spatial. L'un des clous aussi, c'est cette exposition au Palais de la Découverte. Effectivement, notamment toute la mission du rover Curiosity avait été présentée. Donc, l'une des difficultés que l'on rencontre quand on doit effectivement prêter des instruments, c'est assurer la logistique de ça. Et dans notre laboratoire, pour ceux qui sont peut-être loin de nos activités, on a des chercheurs, mais on n'a pas de staff pour s'occuper du tout de ce genre de choses. Donc, un instrument, quand on le prête, il faut le transporter, il faut l'assurer, il faut donner une description, etc. Donc, tout ça n'existe pas. Et ça a été fait, tant bien que mal, mais vraiment avec beaucoup de difficultés. Donc, aujourd'hui, on voudrait améliorer ça. L'autre événement important, notamment que porte l'Observatoire, c'est tous les événements de sensibilisation à la recherche que l'on fait. Et c'est vrai que là aussi, alors c'est principalement la fête de la science, beaucoup de classes, d'écoles qui viennent régulièrement voir ce que l'on fait. Et c'est vrai qu'avoir des instruments et des objets, c'est quand même assez unique pour que les uns et les autres se rendent compte de ce que c'est. Donc, on parle d'un satellite, alors on voit vaguement les panneaux solaires, un truc qui réfléchit, mais personne ne se pose du tout la question qu'est-ce qu'il y a dedans. Et du coup, c'est vrai que de voir ce que c'est qu'un instrument spatial, c'est quand même extrêmement utile et intéressant, et d'autant plus d'avoir un instrument qui est la copie de ce qui est en haut. Donc, du coup, ça donne encore plus. Alors, on utilise souvent des maquettes aussi pour expliquer. Pédagogiquement, c'est intéressant. Mais d'avoir vraiment l'instrument, ça change tout. Donc, voilà une des raisons. Alors, l'autre raison, c'est que malgré tout, comme je l'ai dit, même si ça n'a que 60 ans, c'est déjà historique. Et donc, 60 ans, c'est déjà plus qu'une carrière de chercheur. Donc, si on veut garder la mémoire, malgré les publications qui peuvent être écrites, etc., il faut vraiment que l'on garde ce patrimoine parce que la recherche scientifique, enfin le spatial, pardon, c'est avant tout au départ la recherche scientifique qui l'a faite et les avancées ont été beaucoup faites par la communauté recherche, même si maintenant, effectivement, il y a beaucoup d'applications et que, bien évidemment, financièrement, l'économie du spatial, c'est pas la recherche de très loin, mais malgré tout, la recherche contribue à faire avancer les méthodes, les connaissances. Alors, vous voyez ici une fresque qui montre les différentes missions martiennes auxquelles, pour la plupart, je crois qu'il y en a très très peu auxquelles on n'a pas du tout participé avec un instrument. On a tout ce qui a été la recherche ballon. Alors ça, je vous présente un livre, un gros pavé sur toute la recherche qui a été faite avec les ballons. Et vous verrez dans ce livre citer beaucoup de nos collègues qui étaient dans nos laboratoires. J'ai déjà parlé effectivement des collaborations avec la Russie. Donc, ce qui est très intéressant et ce qui est aussi très intéressant historiquement, c'est avec qui on travaille. Parce que de ça, il y a une très forte géopolitique. Vous voyez, aujourd'hui, on le vit de plein fouet avec la guerre en Ukraine et les restrictions vis-à-vis des Russes. Et ben, du coup, on a des missions qui sont arrêtées. Et donc, du coup, la collaboration est aussi en un lien très, très étroit avec la géopolitique. Donc, en ça, c'est aussi un intérêt qui dépasse complètement la partie technique du spatial. Et donc, pour illustrer ça, j'ai montré effectivement ce cinquantenaire à l'époque
relativement pacifique de collaboration avec la Russie, mais cette collaboration avec la Russie s'est faite effectivement pendant la guerre froide. Donc, on voit bien qu'effectivement, la France a su collaborer malgré tout. Et puis en bas, il y a une réunion avec une mission qui avait été discutée avec les Américains et avec la NASA. Donc, on travaille avec tout le monde. Et quand on dit tout le monde, voilà, une autre mission, c'est CFOSAT, qui est une mission qui mesure la hauteur de vague et qui, elle, est faite avec les Chinois, une mission franco-chinoise. Donc, vous voyez que finalement, au-delà de l'aspect technique, il y a aussi toute une partie géopolitique du spatial qui est effectivement très importante. Et je crois que maintenant, tout le monde commence à s'en rendre compte, avec aussi ce qui se passe aux États-Unis, avec SpaceX, avec effectivement ces aspects de guerre, avec les intentions de beaucoup de pays d'aller dans l'espace. Et étant impliqué, je n'ai pas résisté aussi à vous montrer un nanosatellite, puisque ça, c'est un tout petit satellite, et ça, c'est aussi un élément de rupture qui illustre aussi les évolutions du spatial. Donc, on voit bien que le spatial évolue, et donc, voilà, son histoire est aussi très intéressante. Alors, un autre point qui, en tant que scientifique, me soucie encore plus et m'intéresse au patrimoine, c'est que ce qui est très important au niveau du spatial, c'est une échelle comme ça qu'on appelle échelle de maturité, donc en anglais Technological Readiness Level. C'est-à-dire que comme c'est un coût important, l'accès à l'espace, eh ben, il faut effectivement savoir à quel niveau de maturité on est sur les concepts de technologie. Et donc, quand on pense à une idée, eh ben, il y a tout un temps pour que cette idée soit complètement validée, testée, pour qu'au moment où on l'envoie, on est sûr que ça fonctionne. Et donc, pour les gens qui développent le spatial, ce niveau d'évaluation de qu'est-ce qu'on sait faire est quand même très, très important. Et donc, je dis ça parce que du coup, finalement, nous, on rédige beaucoup de docs, parce que, voilà, pour pouvoir bien comprendre ce qu'on a fait, quand il y a un problème, pouvoir le corriger éventuellement. Mais finalement, à la fin, on a tellement de docs qu'il n'en sort pas toujours vraiment quels ont été vraiment les éléments les plus déterminants qui font qu'on est arrivé à faire telle ou telle chose. Et ça manque. En plus, ça manque parce que comme c'est partagé entre plusieurs partenaires, plusieurs laboratoires, des entreprises, finalement, on croule sous la doc, mais personne ne regarde vraiment en détail quel est l'élément qui est vraiment l'élément qui fait qu'on a fait un saut technologique. Et donc ça manque. Donc vous voyez, là, il y a un exemple, c'est l'exemple du spectromètre Phébus qui est parti voir Mercure. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de composants. Et donc dans ces composants, il y a toujours des composants sensibles qui sont intéressants à bien comprendre comment ils ont été déterminants pour pouvoir prévoir les missions d'après. Et puis, il y a aussi des instruments qui, hélas, ne donnent pas ce qu'on attend parce que le spatial est encore pas une science complètement exacte. Il y a des problèmes à l'atterrissage. Quand on atterrit sur une planète, on a eu un certain nombre d'expériences, notamment avec nos collègues russes qui ne sont pas couronnés de succès. Et donc le message aussi, c'est que malgré tout, tous ces échecs, même s'ils ne sont pas dus à nous, même s'ils sont dus d'ailleurs à des problèmes que l'on peut avoir, dans le patrimoine, c'est un élément important à garder pour l'héritage technique, puisque finalement on a développé des choses, mais aussi pour l'histoire de ce que l'on a fait ou pas fait. Et donc, il ne faut pas croire qu'un instrument qui n'a pas fonctionné n'a pas un intérêt pour justement cet héritage scientifique et technologique. Voilà. Donc ça, c'était les deux messages importants qu'on souhaitait vous faire passer. Alors, dans ces héritages, j'ai pris un exemple. Voilà. J'ai pris un exemple que mes collègues m'excusent, j'aurais pu prendre plein d'autres exemples.
Là, ce sont l'exemple du chromatographe, effectivement, qui a été envoyé sur Mars, Curiosity. Et vous voyez que, fort de cette expérience, eh ben, on prévoit d'autres éléments. Alors, les éléments que l'on souhaite petits, des éléments qui vont probablement être utilisés sur des applications terrestres, les générations d'après pour d'autres instruments. Donc, ça, le patrimoine va aider aussi à bien identifier ces héritages. Alors, je vous dis, quand on parle de patrimoine, de parler un peu du début. Ça, ce sont, j'ai déjà mentionné, les fameuses fusées Véronique qui ont permis, en lâchant des nuages de sodium dans la haute atmosphère, d'avoir cette figure. Donc ça, c'est le résultat scientifique. Alors ça vous paraît, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas forcément très parlant, mais ces nuages de sodium qui font un petit peu comme les traînées d'avion que l'on voit dans le ciel. Et ben, elles nous renseignent sur la dynamique des masses d'air, les vents, la turbulence, dans ces hautes couches. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, voilà, on ne connaît pas cette région parce qu'on n'a aucun instrument de personne qui n'y a été. Donc, toutes les informations sont extrêmement petites. Et puis là, vous voyez, à l'entrée, vous allez pouvoir apercevoir cette tête de fusée. Et vous voyez qu'en plus, dans notre démarche, en plus des objets, effectivement, on va essayer de les prendre en photo pour pouvoir partager avec un plus grand nombre ce patrimoine et avec des photos d'extrême qualité qui permettent vraiment de rentrer dans le détail de la conception du système. Alors, comme je vous disais, ce qui est très intéressant pour nous, c'est de lier la partie instrumentale avec la partie scientifique. Et du coup, j'avais plusieurs exemples, et je n'ai pas résisté de vous donner un exemple de choses sur lesquelles j'ai passé un certain temps. Alors, ce sont ces fusées-là, qui sont, alors ça, c'est des têtes de fusées. C'est des fusées, celles-ci, c'est des MB-100, des fusées soviétiques, qui ont servi à mesurer la température de la haute atmosphère. En fait, après les sondages, comme vous avez vu, scientifiques avec les fusées Véronique, il y a eu des sondages systématiques avec des petites fusées. Encore une fois, ces fusées, vous allez les voir dans l'entrée, c'est un peu la tête de la fusée, c'est des fusées qui font 2 à 3 mètres et qui permettent, on les appelle des fusées météorologiques, c'est-à-dire que c'est des fusées qui n'ont que pour rôle d'aller mesurer la haute atmosphère. Donc, c'est des petites fusées. Malgré tout, c'est tout un armada de les mettre en œuvre. Hein. Il y a un aspect de sécurité aussi, puisque ça reste quand même une fusée. Mais c'est quand même moins cher que d'envoyer une Ariane 6. Et le fonctionnement apparaît sur cette figure en haut à gauche. On envoie la fusée et, arrivé à son apogée, alors en fonction des fusées, entre 70 et 100 km, on a une payload, donc je ne sais plus le mot en français, qui descend. Une charge utile, voilà, merci. Une charge utile qui descend sous un parachute et qui mesure la température. Ce système est suivi par radar et ça permet de mesurer le vent. Alors, c'est anecdotique, mais encore une fois, cette région était très peu connue, puisque finalement, ce qui était connu, c'était les sondages ballons. Donc, avec un ballon, on monte à peu près à 30 km. Et donc, au-dessus, c'était l'inconnu. Et donc, du coup, il y a eu tout un programme de fusées, mais quasiment 1 à 2 fusées par semaine d'envoyer pour bien connaître la haute atmosphère. Alors, pourquoi ce programme? Alors, ce programme, vous voyez, il a démarré dans les années 60. Et bien, ça, c'est lié à la course à l'espace et donc à la conquête de la Lune. On savait qu'on devait aller là-bas, mais on ne savait pas quelle couche on allait traverser. Et donc, on a été contraints. Certains pays se sont lancés dans l'étude de la haute atmosphère pour ces raisons-là.
Et donc, principalement, les États-Unis avaient 10 sites à peu près, hein, qui vont des pôles d'un pôle nord au pôle sud. Les Soviétiques avaient 4 sites, les Japonais 1 site, et ils ont envoyé comme ça. Et donc là, vous voyez des données, je reviendrai dessus, que j'ai représenté des années 69 à 95. Alors, quel a été mon intérêt là-dessus? C'est qu'effectivement, quand on a commencé à se poser, à l'époque, ces fusées ont été envoyées pour des raisons de compréhension climatologique, pardon, pour savoir quelle couche on allait traverser à l'aller et au retour avec nos fusées et nos astronomes. Et nous, on s'y intéressait, bien sûr, parce qu'on se posait la question de l'évolution du climat et donc l'évolution des couches en altitude. Alors, j'ai pris une seule courbe, mais pour vous illustrer la difficulté qui d'ailleurs pas inhérente aux fusées, qui est inhérente à tous les mécanismes de surveillance de l'atmosphère, c'est de savoir si la mesure change au cours du temps d'une manière ou d'une autre, et que donc si on voit quelque chose qui est l'atmosphère qui change, ou si on voit notre instrument changer. Alors, quand vous avez un système avec un capteur, surtout sur une durée comme ça, ce capteur est fait par un fabricant, il peut évoluer, ses conditions peuvent évoluer, et des fois, il induit des changements qui peuvent vous faire croire qu'effectivement, l'atmosphère se réchauffe, se refroidit ou change, et en fait, c'est uniquement un problème instrumental. Et donc là, vous voyez qu'il y a eu un changement dans l'instrument en avril 1978. Donc, on est arrivé à retrouver avec les documentations, etc., et corriger. Et du coup, on a pu corriger finalement ce problème qui fait que la diminution, le refroidissement que l'on observait des hautes couches était un peu différent que ce que ça aurait été sans corriger. Alors, ça, c'est une correction assez simple. Bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres corrections parce qu'il y a par exemple les marées atmosphériques, donc ça veut dire qu'en fonction de l'heure, le capteur est éclairé différemment, donc va donner une mesure un peu différente. Donc tout ça, finalement, c'est très, finalement, la mesure qu'on peut déduire est quand même très très liée à l'instrument. Donc là, on a toujours nous besoin en termes de recherche de connaître très très bien l'instrument pour pouvoir exploiter au mieux. Sinon, on fait des erreurs assez grossières et on fait des conclusions qui sont pas bonnes. Alors ça, c'est les résultats qu'on trouve. Voilà un refroidissement. Alors un refroidissement de l'atmosphère, pourquoi? Parce que l'atmosphère, vous êtes tous familiers avec l'effet de serre, et on vous parle de l'effet de serre et du réchauffement. Pourquoi on vous parle du réchauffement? Parce qu'il y a un réchauffement effectivement dans les basses couches, là où on vit. Donc forcément, c'est ça qui nous intéresse. Mais comme l'énergie qui arrive de la Terre est toujours le même, finalement, l'énergie qui est piégée à un endroit, elle est perdue à un autre. Et donc, associé au réchauffement des basses couches, vous avez un refroidissement des hautes couches. Donc, en fait, ce que l'on voit là, c'est le changement climatique, mais vu par les hautes couches, qui est en fait un refroidissement plutôt qu'un réchauffement. Voilà. Donc, voyez, il y a beaucoup de sujets comme ça qui sont finalement un lien très très fort entre instruments et voilà. Alors, un autre petit exemple, mais juste pour vous illustrer. Voilà, alors un autre petit exemple, qui a été installé un sondage par laser qui a été installé dans la station Milan. Et donc, tout ça pour vous illustrer que cette copie d'un instrument qui est là, avec une électronique, là, un film qui nous permet de voir installer cet instrument dans la station. En fait, pourquoi je vous montre ce slide, au-delà de l'intérêt scientifique, c'est que vous voyez que finalement, en lien avec l'instrument, on a des plans, on a des publications, des résultats scientifiques, on a sauvegardé un certain nombre de commentaires et de mémoires d'un certain nombre de nos collègues sur comment on faisait spatial à ce moment-là et qu'est-ce qui s'était passé. Et donc, c'est ce travail que l'on va avoir après de collecter toutes ces informations et les mettre en relation pour que quelqu'un qui s'intéresse à ce domaine puisse accéder à toutes ces informations.
bien évidemment, avec aussi le pouvoir de mettre ça en libre accès et ces informations. Donc là, vous voyez, on est en train de dévisser les vis de protection du milliard qui va installer sur le niveau de la station. Voilà, alors, j'ai presque fini ma partie plutôt plus scientifique et je vais laisser la place à Delphine pour vous expliquer un petit peu la plus, parce que le patrimoine, bien évidemment, c'est le patrimoine scientifique, mais après, il y a une démarche. Et après des années un peu d'errement, comme je vous l'ai montré au début, il se trouve qu'aujourd'hui, le rectorat est sensible à ces aspects de conservation. Et donc, on a pu mettre en place un projet qui s'appelle Madonna, mise en valeur des collections universitaires, pour essayer justement d'avoir une démarche de sauvegarde de ces documents et demain ne pas avoir tout perdu. Alors, dans ce projet, il y a 3 projets de l'Université de Versailles-Saint-Quentin qui sont très, très différents, qui sont menés en parallèle, mais en essayant d'utiliser les mêmes outils et une réflexion croisée sur les problématiques. D'une part, on a les archives de Jean Mallory qui ont été confiées à l'université, qui sont exposées au musée de Monaco, mais dont on a la responsabilité scientifique. Donc là aussi, il y a beaucoup de documents, beaucoup d'objets. Patrimoine spatial, je viens d'en parler. Et puis, on a nos collègues aussi qui ont des archives archéologiques, mais en lien avec la médecine, pour comprendre effectivement les habitudes, enfin les pratiques médicales et les habitudes historiques. Donc voilà. Donc du coup, là, on a besoin de se lancer en parallèle sur l'archivage et la description de tous ces objets et de trouver des méthodes. Et là, c'est là qu'intervient du coup les spécialistes de ce métier. Et du coup, on a recruté Delphine pour nous aider à faire ça. Et bien évidemment, elle va vous exposer un petit peu les difficultés, enfin les difficultés ou les étapes, les problématiques. Et puis, au moins pour les gens de notre laboratoire, mais aussi éventuellement ceux qui sont sur l'archive spatiale qui voudraient travailler avec nous, de ne pas hésiter à me boucler avec nous. Donc, Delphine, à toi. Je passe tes transparents. Bonjour, c'est la première fois que je parle avec le micro, donc je ne sais pas trop comment on peut le mettre. Ça va, c'est bon. Du coup, je suis Delphine, je suis là depuis février. J'ai été embauchée pour le projet Madonna en tant qu'archiviste. Avant, j'ai fait un master en sciences de l'information, donc c'était gestion de l'information et de la documentation. Et cet été, j'étais en stage de fin d'études dans un autre laboratoire à Roscoff qui dépendait de Sorbonne Université et du CNRS, donc était pour l'étude de la biologie marine. Donc, du coup, j'avais une question, mais c'était pour savoir si vous connaissiez, parce qu'on parle beaucoup du patrimoine depuis tout à l'heure, est-ce que vous connaissez une définition, quelque chose sur le patrimoine? D'accord. Tu n'avais pas dit qu'il y aurait des questions. Hein. C'était pour un peu animer que les gens écoutent, mais pas seulement. Donc, si on prend la définition du Centre national de textualisation le CNRTL, c'est l'ensemble des biens transmis aux personnes ou collectivités. Philippe, on n'entend pas bien. Ah, c'est mieux là. Voilà, c'est bon là comme ça. Allez-y. Mieux? C'est mieux? J'ai l'impression, oui. Ah, bon, d'accord. Donc, du coup, la définition du patrimoine, en fait, c'est des biens qui sont transmis aux générations suivantes. Donc, on reprend aussi également l'autre gros organisme qui gère du patrimoine, c'est l'UNESCO, et c'est notamment le patrimoine mondial. C'est un produit ou processus qui fournit aux sociétés un ensemble de ressources héritées du passé, créées dans le présent et mises à disposition pour le bénéfice des générations futures.
Et donc là, j'ai une autre question. Qu'est-ce que les archives? J'en pose des questions un peu chiantes. Alors, les archives font partie du patrimoine. C'est une sous-partie. La préservation. Oui. La préservation. Oui, c'est ça. Donc, les archives sont... Pardon? Oui, aussi. C'est une preuve. Et donc, du coup, les archives sont définies dans le Code du patrimoine en France et protégées. Et ce sont l'ensemble des documents, y compris des données, que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, qui ont été produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service, organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. Donc en fait, il y a un producteur d'archives qui fait des choses, des activités, et qui produit des documents ou des données, ou qui en reçoit, et c'est ça les archives. Et quelle que soit leur date, lieu de conservation, leur forme et leur support. Et du coup, dans l'article d'après, donc ça c'est l'article L211-1 du Code du patrimoine, dans l'article suivant, les archives ont un but, c'est l'intérêt général, et le public notamment, pour une valeur de gestion, donc pour le fonctionnement, ainsi qu'une valeur de preuve. Si jamais il y a un procès ou quelque chose, on doit être capable de ressortir les archives. Et pour une valeur historique aussi, donc patrimoine. Et aussi, il est évoqué pour la documentation historique de la recherche. Donc, il voit la thématique du mot. Moi, j'ai une question en lien avec l'archivage. On est libre. Oui. Aujourd'hui, nous avons des supports numériques. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que et oui, parce que les archives, alors, je vais reformuler la question pour que du coup, à distance, tout le monde entende. Là, il s'agit de finalement, quid des archives numériques? Je fais court. Hein, qu'est-ce qui se passe pour les archives numériques, puisque historiquement, on parlait plutôt d'archives voilà, avec une consistance. Donc là, le numérique, qu'est-ce qui se passe? Et ben, les mêmes règles que pour le papier s'appliquent aussi au numérique, parce que c'est quel que soit, peu importe la forme et leur support. Donc les archives ne sont pas forcément des supports papier. Et pour le numérique, oui, il y a des débats, on fait des sélections, etc. Parce que le problème, c'est que le numérique, on ne le voit pas, c'est sur des disques durs, alors que le papier, ça prend la place. Mais les mêmes règles s'appliquent pour le papier et pour le numérique. Voilà. Oui. Le commentaire voilà, dans la salle, c'était qu'effectivement, les vidéos aussi, comme celles qu'on a présentées, font partie de l'archive. C'est ça. Et du coup, en plus, il y a deux distinctions dans les archives, il y a soit public ou privé. Et pour le LOCNOS, du coup, on est pour les archives publiques, parce qu'on dépend du CNRS, de Sorbonne Université et de l'UNESCU. Et du coup, il y a trois sortes d'archives qu'on peut trouver normalement dans le laboratoire. Donc, ce sont les archives des tutelles, du coup, des trois, même des fois. Les archives propres à l'établissement, donc pour son fonctionnement, tout ce qui est l'administration, le fonctionnement pour la recherche, et ainsi que les archives des chercheurs et des ingénieurs qui sont des archives publiques. Voilà. Donc, déjà, pourquoi est-ce qu'il faut garder les archives? Déjà parce que c'est une obligation légale. On peut avoir des sanctions au pénal si jamais on vole ou on détruit des archives pas dans les règles de l'art. Voilà. Ça fait un peu peur. Et du coup, il y a l'importance aussi de la mise en contexte de la documentation. Parce que si on a un instrument qui fait partie du patrimoine, mais il n'y a aucune information dessus, il fallait juste dans un couloir comme ça, en fait, il n'a plus d'intérêt pour l'histoire, parce qu'on ne pourra plus le renseigner et faire de la recherche dessus, par exemple. Donc, c'est important. Également parce que, par exemple, pour ce qui est des données dans les sciences de l'univers, la difficulté est que s'il n'y a pas de conservation, on n'a aucun moyen d'avoir
un suivi de l'évolution, par exemple, du climat. On ne pourra pas, vu que le climat change, on ne pourra pas reproduire dans les mêmes conditions les premières expériences. Ouais, parfait. Le patrimoine, comme par exemple les instruments, enfin, là j'ai parlé de patrimoine, c'était plus pour les instruments du coup, qu'il y a au laboratoire. Si on ne conserve pas, et donc on peut avoir des problèmes pour la préservation des savoir-faire et des techniques. Par exemple, si on les démonte ou on les réutilise pour quelque chose d'autre, si on n'a pas les documents en plus, toute l'information est perdue. Voilà, donc du coup, dans la recherche avec la documentation, et parfois c'est la seule trace du passé parce qu'on n'a pas les documents existants. Et c'est surtout aussi pour l'intérêt général parce que ça fait l'histoire du laboratoire en général. Et qu'il y a beaucoup de demandes de prêts de différents organismes extérieurs pour les instruments, notamment pour le CNES ou les musées aussi, comme il y a le musée du Bourget, qui demande des choses. Et ça voit notamment l'intérêt avec la grande fréquentation qu'il y a avec les fêtes de la science. Je n'étais pas là les derniers fois, mais apparemment ça a beaucoup de succès avec l'extérieur. Ça, c'est bien. Mais est-ce qu'on peut vraiment tout conserver? Donc ça, c'est une photo de mon bureau actuel, de l'Atmos, avec beaucoup de cartons. Est-ce qu'on peut vraiment tout garder? Et bien non, malheureusement. Donc, une archive, c'est dès qu'on crée un document, ça devient automatiquement une archive. Et de sa création jusqu'à le moment où ça devient une archive patrimoniale, on conserve que 10% au final des archives. Donc, et parce que du coup, le papier, ça coûte cher à stocker. Donc, si on n'a plus de place, il faut louer des emplacements. Il faut aussi des personnes pour les gérer. Donc, ce qui fait aussi que je suis là, c'est gentil. Et ça coûte cher aussi. Et pour le numérique, pareil, mais en plus, notamment les archives numériques polluent beaucoup, parce que avec les serveurs, ça consomme beaucoup d'énergie, notamment. Voilà. Pour faire un rebondissement sur le numérique. Voilà. Donc là, après, j'avais mis quelques exemples de sélection, comment sélectionner des archives. Donc, souvent, ça se fait avec le producteur des archives et avec l'archiviste. Donc, socialement, et on pourra en discuter longuement plus tard, si vous voulez. Et du coup, il faut aussi que ce soit un but pour la conservation, car si jamais les archives patrimoniales ne sont jamais consultées, est-ce qu'il faut vraiment, ça vaut vraiment le coup de les conserver? Peut-être pas. Donc il y a plusieurs questions qu'on peut se poser pour garder des choses ou pas. Donc du coup, en pratique, ce que j'ai fait depuis le mois de février dans le laboratoire, c'est un peu mieux. J'ai fait un état des lieux de tous les instruments du laboratoire. Donc, j'ai décompté pas moins de 11 salles, au moins, parce que je pense qu'il y en a encore dispatchés à droite à gauche, où il y a des instruments qui ne sont pas utilisés pour des expériences. Donc, ils sont en train de prendre la poussière. Voilà. Je ne le dirai pas beaucoup. Sinon, on va aller les chercher et tout. Donc, je les rassemble déjà, c'est après, voilà. Du coup, sur 2 étages. Donc, et là, c'est que pour le site de Guyancourt, parce qu'il y a aussi un autre site à Jussieu. Et du coup, ça fait aussi que certains instruments ne sont pas du tout valorisés parce qu'ils ont été oubliés dans un placard ou dans une salle de réunion. Et c'est vraiment dommage de les laisser mourir dans leur coin sans valeur. Donc, du coup, pour ça, j'ai fait un début d'inventaire avec aussi notamment des critères et des champs pour identifier chaque instrument. Donc, bon, là, il y a un extrait avec l'identification qui comprendra les aspects généraux, que ce soit le titre, qui a travaillé dessus. Les aspects physiques, c'est plus la taille, le poids, enfin, vraiment les choses physiques. Le contexte, c'est la géopolitique notamment. Comme l'a expliqué Philippe tout à l'heure, la géopolitique, des fois, a beaucoup d'importance. Pour expliquer pourquoi on a fait cet instrument-là. Le contenu, la structure, c'est aussi oui, bon, bah voilà. La forme, qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait. Enfin, pourquoi voilà. La documentation, ça va être toutes les photos, la bibliographie en fait, qu'on va pouvoir ajouter à l'instrument qui s'y rapporte. L'accès et l'utilisation, c'est pour le
prêt, surtout, qu'est-ce qu'un emprunteur aurait besoin comme information pour emprunter l'instrument, comme les assurances. Si jamais il y a par exemple, la liste qu'on a vu tout à l'heure est sur un montant pour le transporter, ben, je pense qu'il d'avoir le montant aussi à transporter plutôt que sans francs. Et les informations complémentaires, c'est toutes les informations pour mettre en plus les notes, etc. Donc, du coup, ça doit permettre surtout l'identification, la localisation, la datation aussi, pour savoir à peu près quand ça se situe, et la mise à disposition d'un outil pour la gestion. Donc, il y a également une collecte des archives et des instruments, donc auprès des gens qui sont motivés, qui veulent bien le faire. Mais parce que aussi il y aura un mouvement du coup, des documents et ou des instruments, en fonction de s'il y en a vicieux, ils vont être là ou on va transporter de l'autre côté, et remettre en boîte, en fait, en carton, conditionner les mettre en meilleures conditions. Pour permettre une meilleure valorisation, ça permettra aussi, avec toutes les informations de la fiche, d'avoir une information contrôlée, pas diffuser de fausses informations aux gens qui ne connaissent pas l'instrument. Ça permettra aussi une meilleure gestion des prêts et des emprunts des instruments, avoir des statistiques, savoir quel objet sort le plus ou pas, et en fonction, du coup, adapter aussi les besoins pour, par exemple, l'achat des vitrines qu'on peut voir avec CNVC au fond, ou qui sont très lourdes, alors du coup, les gens posent dessus les instruments. Voilà. J'ai essayé de soulever une des vitrines en verre, elles sont très très lourdes, on ne peut pas les soulever tout seul. Mais du coup, bon, l'intérêt de préservation, si on ne peut pas la mettre dans la vitrine pour la projeter avant. Du coup, il y aura sans doute la mise en place d'une bibliothèque patrimoniale numérique. C'est un catalogue de bibliothèques avec les instruments dont serviront sans doute les photos qu'on a fait faire, enfin, qu'on est en train de faire des instruments pour les mettre en valeur et pour pouvoir diffuser ce qu'on possède au laboratoire comme patrimoine. Donc avec OMKS, qui est un logiciel libre pour faire des bibliothèques numériques. Et aussi notamment donc, avec des expositions comme avec le l'UVSQ qui fait une exposition des 3 laboratoires de Madonna à Versailles l'année prochaine. Ouais. On n'a pas de date, mais peut-être prochainement. Donc voilà. Du coup, est-ce que vous avez des questions ou des choses comme ça? Je sais qu'il y en a qui sont posées au fur et à mesure leurs questions. Alors, pendant la fête de la science, il y aura peut-être de la compétition avec les besoins internes, mais bien évidemment, en fait, la démarche là est aussi pour ça. Enfin, il y a bien évidemment être certain que le patrimoine ne disparaît pas. On n'en a pas trop parlé, mais il y a régulièrement des choses qui disparaissent parce que les scientifiques ont pour habitude de recycler leurs instruments ne pensant pas que c'est du patrimoine et du coup, ils doivent faire autre chose avec. Donc là, on perd souvent l'instrument. Ensuite, la deuxième, probablement plus grande importance de notre démarche, c'est aussi d'être capable de fournir un service. Et donc, c'est un service qui va être ouvert à la communauté, bien évidemment, de pouvoir rendre disponibles ces objets. Mais du coup, on a besoin effectivement comme l'a dit Delphine, de bien caractériser, parce que quand quelqu'un veut exposer quelque chose, il a besoin de savoir quel est le poids, quelle est la taille, avoir un libellé, et donc tout ça s'organise. Donc c'est ça que Delphine va essayer d'organiser pour que du coup les prêts soient plus faciles. C'est visitable. Alors c'est visitable. Pour l'instant, c'est principalement les événements, enfin, quand c'est grand public, c'est principalement la fête de la science. Il y a eu de nombreuses fois où il y a eu les journées du patrimoine, où le laboratoire a été ouvert. Et puis, il y a des événements plus ponctuels qui dépendent de l'actualité, qui font que voilà, le laboratoire peut être ouvert. Mais il y a pour l'instant, oui, alors, en fait, je comprends un peu la question, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de musée permanent de prévu, si ce n'est des discussions effectivement avec des musées tels que le musée de l'air et de l'espace qui peuvent être intéressés surtout sur des éléments
de rupture ou très spécifiques qui ne possèdent pas et qui pourraient être intéressants. Mais après, voilà, ça va dépendre du besoin qu'auront les uns les autres. Nous, pour l'instant, on n'a pas de projet de musée propre. On a plutôt l'intention de suffisamment décrire les objets pour que les musées puissent les utiliser. D'accord, mais éventuellement, en fonction des rendez-vous un peu spécifiques, vous avez quand même des objets à montrer. Oui, bien sûr. Ah, oui. Une explication, en fait. Oui, oui, sur place, alors on a déjà commencé, il y a des objets, alors ce qu'il y a, c'est que les choses doivent s'organiser petit à petit, mais effectivement, on l'a montré, autour d'un objet, il y a souvent beaucoup d'informations, et donc ça fait déjà en soi des mini-expositions qui existent déjà plus ou moins. Oui. Dans l'esprit de ce qu'a fait l'Univeria, sur le site de rencontre, Tout à fait. Non, non, mais bien sûr. une mini-exposition qui n'est pas vraiment pour le public, mais qui est accessible à chacun. Alors, de toute façon, c'est la tentation qu'ont la plupart des gens, et nous aussi, c'est que l'exposition de ces objets a aussi un intérêt, je dirais, de l'établissement de montrer voilà, son activité. Mais disons que beaucoup de gens s'arrêtent là. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est aller plus loin parce qu'on pense que l'ensemble des objets là dont on a parlé constitue vraiment un fond très, très large et très homogène autour du spatial. Et donc, on voudrait aller plus loin pour que ça fasse un fond patrimonial qui puisse aller plus loin, être utilisé pour des gens qui veulent s'y intéresser d'un point de vue historique, que ce soit histoire ou histoire des techniques. Vous envisagez quelque chose sur le modèle de musée du vivant, par rapport au producteur, par exemple, qui essaie de rassembler un maximum de alors, probablement que l'idée, là, justement, c'est un projet un peu prototype. Comme vous voyez, il y a 3 projets qui ont été rassemblés pour en faire un seul. C'est le début, de notre côté, du moins, l'Université de Versailles, de prise de conscience du patrimoine universitaire. L'Université de Versailles va aussi s'intégrer dans Paris-Saclay. Pour ces activités, on a eu aussi l'aide du Learning Center de Paris-Saclay. Donc, on peut imaginer, enfin, ce n'est pas plus qu'imaginer, c'est clairement, il y a une graduate school, puisque l'Université de Paris-Saclay est divisée en graduate school. Il y a une graduate school qui s'appelle Patrimoine. Et donc, très clairement, je pense que c'est amené à grossir et probablement à créer des lieux où on aura rassemblé ces informations qui pourront être visibles directement. Après, dans le patrimoine, je pense que partout, il y a toujours une partie qui est montrée et une partie plus technique ou plus pour les professionnels du patrimoine, hein, de documentation de haut niveau, qui peut peut-être moins montrée voilà, pour des démonstrations, enfin pour des visites ponctuelles. Voilà, il y a plusieurs niveaux. Donc, mais bien évidemment, on est très réceptif à tous les conseils que nous donnerons les uns les autres sur ce milieu que nous, scientifiques, car Delphine, elle est déjà une professionnelle du milieu, entre guillemets, mais nous, scientifiques, c'est un peu un milieu qu'on découvre. Oui, Daniel. Oui, d'abord, merci de cette présentation. Pas 10 ans que je suis parti, ça avance moins vite qu'on le réussit. De toute façon, quand c'est pas mûr, c'est pas mûr, c'est pas la peine de forcer l'habitude. Moi, il y a quelque chose qui me tenait à cœur à l'époque, on a discuté avec Philippe et d'autres. C'était en fait la conservation de tout ce que les gens ont raconté, pas écrit, raconté autour d'un instrument ou autour d'une mission, autour d'un concept. Ça existe. On a raté, par exemple, j'imaginais qu'on pourrait faire parler les grands anciens, mais malheureusement, comme on prend du temps, ils meurent. Il n'y a pas longtemps, on aurait pu le faire parler. Ça aurait été probablement une catastrophe, etc. On aurait pu le faire parler quand même. Là, tous les documents audio ne sont pas stockés ici, en tout cas très peu.
Il y en a beaucoup qui sont stockés à l'INA ou à d'autres endroits de ce genre-là, parce que tous nos chercheurs n'arrêtent pas de parler, n'arrêtent pas de répondre à des questions, n'arrêtent pas d'être enregistrés, n'arrêtent pas de plein de choses de ce genre-là. Est-ce que vous avez prévu d'essayer d'aller effectivement, peut-être pas les prendre à l'INA pour les mettre ici, ce qui n'aurait pas d'intérêt, mais en tout cas, savoir où ils sont? Alors oui, donc attends, je réponds parce qu'il y a des éléments historiques avec tout ça qui ont déjà été faits. Bien sûr que ça fait partie de la réflexion et notamment dans la démarche, il ne s'agit pas de dire on groupe tout ici. La démarche justement de Delphine, c'est de dire j'ai besoin de documenter pour dire où ça existe. Et donc, si les objets ont besoin d'être exposés à certains endroits pour des aspects effectivement pour les visiteurs, etc., ils le seront. Voilà. Mais par contre, on saura où ils sont. L'autre élément, ça en était assez sensible sur voilà, ce qu'ont raconté nos collègues. Donc, on va essayer de faire ces liens-là. Ce n'est pas facile parce que ce n'est pas une habitude. Alors, ça, c'est une autre démarche. Je n'ai pas eu le temps d'en parler. L'idée aussi, ce serait, grâce un petit peu à ce qu'on va apprendre en faisant ce travail, l'idée, c'est aussi de mettre une démarche patrimoniale, ce qui fait que pendant un projet, puisque finalement, encore aujourd'hui, quand on démarre un projet spatial, on sait parfaitement que ça va être historique parce qu'on sait qu'il ne va pas y avoir 15 instruments du même type. Et donc, c'est pour ça que je parlais de cette avalanche d'informations qu'on a sur un projet. Il faut, dès le départ, qu'on sache quelle est l'information qu'il faut mettre de côté et pas mettre sous la pile de toute l'information technique qui va être du coup perdue et qu'on ne trouvera jamais. Donc, les démarches comme ça de parler des chercheurs qui parlent vont devoir être stockées. Aujourd'hui, on n'a aucune trace de ce qui se passe aujourd'hui, puisque c'est des initiatives individuelles, et encore moins de ce qui s'est passé dans le passé. Donc là, il y a une vraie archéologie à faire si on veut regrouper ces informations. Malgré tout, la fondation de l'Université de Versailles-Saint-Quentin avait soutenu un projet de faire, et il y a 6 films qui ont été faits, de 6 personnalités du Latmos, qui étaient déjà en retraite, pour leur demander de faire voilà, d'expliquer un petit peu leur vision du spatial à l'époque où ils l'ont vécu, pour effectivement avoir une petite histoire sur les conditions du spatial. Il est évident que ces conditions ont beaucoup évolué. Hein. La façon dont a été transporté le premier satellite sur un siège passager dans un avion ferait bondir tous ceux qui font du spatial aujourd'hui. Donc, on voit bien que les conditions dont c'était fait, et au début, le spatial s'est fait avec la rencontre de 3-4 personnes. On n'est pas dans des agences spatiales comme on est aujourd'hui, où c'est très, très normalisé la façon de travailler. Et donc c'est sûr que la façon de travailler a beaucoup évolué. Et ça, c'est probablement un intérêt énorme de garder ça et de garder le souvenir des uns des autres. Donc, ça fait partie des choses qu'on va faire. On va garder déjà ce qu'on connaît. Donc, les films, on en a déjà montré un là, on en a qui sont des films plus de reportage. Mais après, il faudra mettre les connexions avec les autres. Alors, ce que l'on souhaite faire, c'est aussi profiter des nouvelles techniques. Et c'est pour ça que j'ai mentionné HAL aussi. C'est qu'aujourd'hui, l'intérêt des outils numériques, c'est qu'on va pouvoir aller rechercher avec des mots-clés les choses, pourvu qu'effectivement, les organismes tels que ceux que tu as pu citer, INA, etc., aient stocké leurs archives de manière aussi de manière patrimoniale, c'est-à-dire qu'on puisse aller interroger leurs archives, et ben, on arrivera probablement à récolter ensemble l'ensemble d'une information autour d'un instrument, autour d'une question scientifique. Oui. Alors, la question, c'est à qui on va s'adresser.
à tout le monde au sens large, que ce soit du coup pour les extérieurs, pour les expos, etc., mais aussi pour les gens qui travaillent dans le labo. Parce que c'est pour travail, et pour justement aider pour plus tard à gérer les flux d'informations comme Philippe tout à l'heure. Savoir qu'est-ce qu'on doit garder absolument. Voilà. Alors, dans la démarche, bien évidemment, ça va, comme j'ai montré, ça va servir à beaucoup de choses. Malgré tout, la démarche est quand même une démarche de patrimoine historique. Donc, l'objectif, c'est quand même de s'adresser à ceux qui s'intéressent à ce patrimoine historique. Donc, les plus exigeants, probablement, ce sont les historiens. Donc, c'est ça notre cible première. Après ça aidera toutes les autres cibles, mais c'est celle-là, donc qui est très exigeante, puisqu'ils ont besoin de l'ensemble des informations. Les démarches que l'on a faites jusqu'à présent, justement, se sont heurtées au problème que quand les historiens viennent nous voir, on avait aussi des collègues de Wikipédia qui sont venus nous voir, donc tout le monde s'est intéressé à ce qu'on faisait. Et ben, à part montrer l'instrument, on ne peut rien d'autre leur donner parce qu'on n'a pas du tout fait ce travail d'archivage pour dire à la personne, il existe ceci, c'est stocké à cet endroit-là, vous pouvez y accéder. Donc, très rapidement, l'historien, il se fatigue parce qu'il ne peut pas tout seul aller chercher aux informations. Et l'autre élément qui est important, effectivement, tu as raison Delphine de dire que ça s'adresse aussi aux chercheurs de notre laboratoire et même ceux qui ne sont plus dans le laboratoire, je dirais, c'est qu'on a besoin de cette histoire parce qu'il y a beaucoup d'informations, je dirais, qui sont que dans la tête de ceux qui ont vécu ça à ce moment-là. Donc, si eux ne nous aident pas à dire ben, il existait ce rapport, il existait cette photo, il existait cela, ou cette photo, il y a un tel et un tel, eh ben, c'est une information qu'on aura perdue. Donc, on a une urgence à récupérer cette information et à la coucher sur le papier. Donc, on a besoin des chercheurs des laboratoires voilà, qui ont travaillé à ces questions. On a des éléments en lien avec ces dispositifs. Est-ce que vous avez l'intention de réexploiter ces éléments? Alors, la question, c'est est-ce qu'on a l'intention de réexploiter les éléments historiques, techniques et historiques que l'on a au laboratoire via ces instruments? Alors, c'est un peu ce que j'ai essayé de présenter dans un des slides, c'est que, bien évidemment, cet élément d'héritage technique est très important et c'est souvent dommage, on le voit bien que quand on ne l'a pas complètement sauvegardé, eh ben, même dans le laboratoire qui a fait quelque chose, il est incapable de le refaire. Et donc ça, c'est quand même, j'en ai parlé, hein, c'est que finalement, tout ce qui se fait dans le spatial est quand même basé sur un héritage. Et donc, il arrive des fois où les choses s'enchaînent. Donc là, l'héritage se passe normalement entre chercheurs, entre ingénieurs. Mais s'il y a une période de 10 ans, alors 10 ans au niveau du patrimoine, ce n'est pas grand-chose. Même au niveau de la recherche, ce n'est pas grand-chose, hein, 10 ans. Et bien, du coup, on perd ce savoir-faire. Et donc, si on n'a pas sauvegardé les éléments cruciaux qui ont permis la réalisation de tel et tel instrument ou de telle et telle expérimentation, c'est une perte sèche et on repart en arrière. Donc, on a aussi, ce patrimoine devrait nous aider à ça. Et là encore, on va avoir besoin des experts pour qu'ils nous extraient des documentations hyper techniques qui ont été faites, quelles sont celles qu'on a vraiment besoin de conserver parce qu'elles correspondent à quelque chose d'extrêmement précis qu'on a besoin collectivement de conserver. Moi, je me souviens que même en tant que directeur de laboratoire, j'ai été confronté à ça. C'est-à-dire que les gens gardaient, finalement, les équipes étaient organisées entre chercheurs et ingénieurs et restaient un peu cloisonnées comme ça, ce qui fait que finalement, une autre équipe du laboratoire ne pouvait pas accéder à cette information. Donc, finalement, en mutualisant les équipes techniques, on est arrivé un peu plus à partager, même au sein d'un même laboratoire, l'expertise. Mais on voit bien que là, il y a un enjeu qui est crucial pour la suite. Au niveau d'abord, on n'est pas évidemment pas les seuls à faire ça.
Enfin, j'imagine. En tout cas, je sais qu'il y a des gens. C'est vrai qu'au musée de l'Air et de l'Espace, par exemple, ils ont ce genre de démarche. Il y en a un encore plus ancien, c'est les arts et métiers. Il y a un musée où je suppose qu'ils ne se contentent pas d'exposer des machines. Je ne suis jamais allé regarder dans le détail ce qu'ils faisaient exactement, mais j'imagine qu'aux arts et métiers, il y a la machine, mais il y a aussi toute l'archive dans une très grande profondeur autour de la machine, autour de ce qu'on fait. Vous discutez avec eux ou bien ça ne les intéresse pas? On discute avec tout le monde. Oui. Alors, les arts et métiers, justement, ils ne pouvaient pas du tout, enfin, ils n'ont pas trouvé le temps et l'énergie de s'occuper de notre archive. Pourquoi? Parce qu'ils croulent sous les éléments, parce que là, on parle de l'archive spatiale, mais bien évidemment, toutes les branches scientifiques ont leur propre patrimoine. Et si vous allez, je vous invite à aller au musée, vous allez voir, moi j'étais impressionné par la salle des balances de Roderval, où il y a des centaines et des centaines de balances exposées, donc j'imagine qu'il y en a encore plus qui sont dans les caves. Et du coup, c'est là où, effectivement, la démarche que l'on essaye d'avoir, c'est aussi de trier, parce que finalement, tout ce qu'on va conserver va nous obliger à un travail continu derrière. Et donc, il faut aussi faire un tri de qu'est-ce qui fait patrimoine, c'est ce que Delphine a dit. Et ça, quand on s'attaque effectivement à quelque chose d'un peu nouveau comme le patrimoine spatial, ce n'est pas si évident de ça, de se dire ah ben ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant, parce que finalement, c'est probablement quelqu'un dans 200 ans qui nous dira oh, chouette, ils ont gardé ça. Bon. Mais donc, du coup, il y a une difficulté. Après, les musées du type de l'air et de l'espace sont des musées géniaux pour vulgariser ces techniques et ces activités. Lorsqu'on discute avec eux, effectivement, eux rencontrent la difficulté aussi que j'ai montrée, c'est celle de disposer d'experts capables de faire vivre leurs objets. Donc, le côté faire vivre leurs objets est assez faible, finalement. Ce n'est pas une critique que je fais, hein, face au succès qu'ils ont du public, ils ont par contre une difficulté de faire vivre leurs objets. Et donc, ça reste malgré tout un peu superficiel, c'est-à-dire que du coup, on montre quelque chose, mais on ne va pas trop plus loin. Finalement, on peut s'en rendre compte, par exemple, avec une mission comme la mission Rosetta, où finalement les médias ont largement parlé de se poser sur la comète, mais finalement, aucun média n'a parlé de finalement quels étaient les résultats, qu'est-ce qu'on mesurait, des choses comme ça. Donc, en fait, finalement, c'est ça un peu le problème que l'on a, c'est que garder un objet et puis dire deux, trois bricoles, banalités sur cet objet, c'est assez facile. Si on veut vraiment aller dans le cœur de l'objet pour savoir qu'est-ce qu'il a permis, et bien évidemment que le résultat scientifique, c'est toujours quelque chose d'hyper spécialisé. Et donc, ça a besoin d'être vraiment documenté au point de faire le raccord avec la publication pour qu'on comprenne effectivement la plus-value. Et donc là, il y a un travail où on a vraiment besoin de la communauté scientifique, qu'elle se mobilise à cette dimension et quand elle fait quelque chose, en parallèle de son activité, elle conserve l'information pour la suite. Son héritage, les difficultés qu'elle rencontre, mais dans un genre de carnet de bord qui serait très utile pour la suite. Ça, vous ne l'avez pas comme information. Alors, le CNES à Toulouse ou à Paris, ils ont des gens qui ont commencé à faire ça. Ils nous ont d'ailleurs aidés au départ. Mais c'est un peu pareil. Ils ont rencontré un peu les mêmes difficultés que tout le monde. C'est que finalement, ça a un coût, c'est une énergie importante à avoir. Le CNES, pareil, finalement, quand on parle du CNES, il y a le CNES et puis il y a les laboratoires. Donc déjà, ce n'est plus tout à fait le périmètre que du CNES, donc c'est une difficulté que rencontre le CNES aussi. Il doit s'adresser finalement à ses partenaires. Donc c'est une difficulté. Le CNES, pour valoriser le patrimoine, a mis en place quelque chose qui est très bien aussi, qui est finalement d'avoir une approche art-science, pour montrer, voilà, pour du coup faire que le public s'approprie le spatial de manière plus facile. Mais le CNES a c'est peut-être une question de mode, disons que c'est une question voilà, de créer de l'intérêt pour le public, mais effectivement,
La difficulté de notre projet, c'est qu'on a besoin de gens qui passent du temps et d'experts qui passent du temps pour garder cette information. Et la difficulté qu'on se heurte, c'est celle d'ailleurs que vivent les chercheurs de plus en plus avec une évaluation au mois ou à l'année, c'est qu'on a besoin en tant que chercheur de faire valoir notre production immédiate. Donc, si on dit qu'on est en train de faire quelque chose pour quelqu'un dans 50 ans, va falloir changer les évaluations pour que ça rentre en ligne de compte. Ah, si, quand même, hein, on voit bien, les chercheurs sont assez maintenant habitués à savoir qu'est-ce qui les valorise ou pas. Et donc, il faut que le patrimoine rentre enfin, la démarche patrimoniale rentre dans la valorisation des chercheurs si on veut qu'ils y passent du temps. Oui, pardon. Ce sont des pièces uniques. Vous avez évoqué les valeurs locales, on trouve des centaines de milliers. Et vous dites même que dans l'espace, ce sont des objets uniques. Alors, des objets uniques, il y en a d'autres qui sont en train de disparaître, c'est ceux des astronomes. Et il ne se passe pas grand-chose. Les vieilles lunettes en bois, même les bâtiments subissent beaucoup de dégradations. C'est du patrimoine unique et qui est encore plus vieux que le nôtre, hein, puisque l'observatoire a 300 ans. Et je peux vous dire qu'on discute avec les collègues et ils rencontrent les mêmes difficultés de trouver des moyens pour conserver ça. Et là, ils ont des choses uniques qui sont en train de disparaître aussi. Donc il y a une vraie prise de conscience à avoir à tout niveau. Parce que le chercheur lui-même, ça ne peut pas être non plus que son travail. Aujourd'hui, on demande au chercheur d'enseigner, on lui demande de communiquer, on lui demande de publier, on lui demande de communiquer vers les jeunes publics, etc. Donc, il y a un moment donné, voilà, il faut des ressources supplémentaires si on juge que ça a une valeur de garder ce patrimoine. Qui va juger la valeur? Est-ce que c'est l'équipe de recherche elle-même? Et dans ce cas, si on garde plus 10%, ça va sur la base d'éliminer les 90 autres. Des experts extérieurs vont estimer que ça a une valeur pour que ça devienne du patrimoine? Ben, lorsqu'il y aura, aujourd'hui, il n'y a pas tant d'experts que ça, de spécialistes du patrimoine instrumental, même scientifique et instrumental, scientifique encore moins, et spatial encore moins. Donc, il faut que cette communauté se constitue pour que du coup, il y ait un regard d'experts. Alors, il n'y a pas que les scientifiques, hein, il peut y avoir effectivement des experts du patrimoine, etc. Mais il faudra composer d'une manière ou d'une autre des groupes ad hoc pour voir, voilà, pour pouvoir correctement aider ceux qui seront confrontés avec cette problématique. Pour l'instant, basiquement, ceux qui vont le faire vont se poser la question. Donc, ce ne sera peut-être pas des experts, mais ils essaieront de trouver un compromis. C'est un peu ce que Delphine a expliqué, un compromis entre l'effort et la faisabilité pour au moins essayer de faire ce qui est faisable. Mais aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, il y a combien de bureaux de chercheurs remplis de papiers et de choses intéressantes qu'on met à la benne sans même regarder, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Attends, il y avait une question au fond, hein, d'abord. Du coup, vous allez mettre en place, parce que pour l'instant, vous êtes en relation avec chaque bureau, chaque équipe, vous allez Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour effectivement juger de la pertinence? Dans un premier temps, on n'a pas cette prétention. Dans un premier temps, on va documenter quel est notre patrimoine. Et comme l'a dit Delphine, peut-être qu'il y a des choses qu'on aura documentées qui ne feront pas patrimoine. Mais en même temps, on a une autre dimension qui est la dimension pédagogique. Donc, parmi les choses que l'on va documenter, il peut y avoir des maquettes ou des éléments pédagogiques intéressants qui vont nous servir au quotidien, nous, pour expliquer ce que l'on fait au grand public ou même à d'autres, qui, à terme, peut-être, ne seront pas du tout des éléments patrimoniaux. Donc, pour l'instant, notre démarche est beaucoup plus modeste
c'est d'essayer de documenter correctement ce que l'on a pour que les uns les autres s'en servent. Par exemple, pour un élément que vous connaissez bien, c'est effectivement la fête de la science. Les collègues font des animations. Aujourd'hui, les uns les autres ne savent pas quelle est la richesse même du laboratoire qui dépasse leur propre activité. Donc, si on arrive à faire ça, les uns les autres pourront tout à fait imaginer faire, comme on l'a dit, des mini-expos, des ateliers autour de choses que l'on a et qu'aujourd'hui, on ignore que l'on a parce qu'ils sont dispatchés dans les laboratoires et ils ne sont pas valorisés et pas identifiés. Ouais, au fond. L'inventaire est pour l'instant pas complet par rapport à ça, donc il faudra qu'on regarde effectivement dans la temporalité et parmi les personnes en contact, voir si on a quelque chose d'uniforme ou s'il manque des choses. L'idée, c'est déjà de commencer par ce qui est apparent, ce qu'on trouve, ce qui est là. Mais bien évidemment, on voit en plus donc, pour l'instant, c'est le périmètre Latmos, mais il y a typiquement le CETP qui s'est divisé en deux avec une partie de nos collègues qui a créé un autre laboratoire sur les plasmas. Donc, c'est clair que déjà avec eux, il va falloir collaborer parce que finalement, on a un patrimoine commun. Et puis, bon, Daniel pourra en parler aussi, hein, il est mieux placé que moi. À l'époque, les laboratoires travaillaient... les laboratoires français, voire pas que français, travaillaient beaucoup entre eux. Et donc, ceux qui n'auront pas de démarche patrimoniale pourront s'appuyer effectivement probablement sur nos initiatives, sachant que justement les choses prennent du temps parce que, et on travaille effectivement avec l'archiviste du CNRS, avec les gens à Paris-Saclay qui s'intéressent au patrimoine, pour avoir nous aussi des indications du comment faire. Et lorsqu'on aura le comment faire, on pourra aussi éventuellement dire à nos collègues qui ont peut-être moins de ressources que nous, de dire, ben voilà, on a un guide, ça va vous aider, faites déjà ça. Et puis éventuellement, au catalogue, eh ben, parce que finalement, on fait un catalogue un peu universel, ce n'est pas un catalogue Latmos, c'est un catalogue qui va servir l'ensemble de notre communauté. Elle pourra s'étoffer et on espère qu'effectivement, Paris-Saclay, voilà, avec nos collègues de l'IAS, avec nos collègues du CEA, pourront nous rejoindre sur ces éléments. Thomas. On a parlé de la préservation de la valorisation historique et c'est anglais de faire comme témoignage du passé. Mais le patrimoine, il me semble que ça peut aussi être tourné dans le futur, dans le sens d'un point de vue artistique. Est-ce que vous avez envisagé des collaborations avec des artistes pour valoriser justement le patrimoine? Et quand on entend par artistes, c'est des métiers d'artistes, des peintres, des sculpteurs, qui apportent leur regard vraiment d'artiste sur un objet patrimonial du laboratoire pour justement continuer à faire vivre au-delà de son simple aspect historique. Voilà, donc la question, c'était effectivement, est-ce qu'on inclut dans le patrimoine des éléments plus du futur ou des projections que pourraient avoir les uns les autres dans leur vision du spatial? Si tu veux répondre des éléments. Déjà, on a une photographe, là, c'est elle qui a fait des photos de certaines qualités. Et elle fait, selon son point de vue, en fait, que pour certains instruments, je vous conseille auprès des chercheurs qui ont travaillé dessus, pour savoir exactement quel est le point de vue scientifique sur l'instrument et pas le côté artistique, parce que ça se trouve, c'est complètement des choses différentes. Et elle mettra plus en valeur une lentille qui est assez jolie, comme ça, plutôt qu'en fait le petit câble qui est derrière, qui est en fait l'élément primordial de l'instrument. Et justement, l'intérêt là aussi, c'est pas forcément de garder, dans la démarche artistique, c'est pas forcément de garder, de centrer l'information sur ce qui est important pour le scientifique, mais justement, inclure l'imaginaire, etc. Alors là-dessus, je veux dire que nous, on va pas d'abord se centrer là-dessus, mais on pourrait l'inclure.
parce que dans ce que j'ai expliqué, c'est justement aussi la démarche du CNES, ça, qui a déjà lancé cette idée qu'ils font art et science au sens où ils essayent de faire projeter avec des artistes l'imaginaire du spatial. Et donc, il y a déjà cette démarche de fait qui fonctionne bien et qui a beaucoup de succès. Donc, à notre niveau, c'est plutôt pour l'instant de surtout préserver ce qu'il y a et que ça ne disparaisse pas. Il y a tous les jours des choses qui disparaissent et il y a déjà des choses très importantes qui sont disparues. Comme les données d'ailleurs, hein, on a la même problématique avec la data. On a beaucoup de données aussi qui ont disparu et qu'on n'a plus accès. Cette question, pour rebondir, là, il y a aussi une notion de mémoire. C'est vrai que une personne qui a travaillé sur des instruments, des systèmes il y a une quarantaine d'années, il aurait peut-être envisagé de mettre une priorité dans les discuter avec eux. Parce que bon, il y a un petit détail qu'on pourrait voir un photographe qui arrive, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus la personne qui l'a conçu. C'est quoi la subtilité du système? Qu'est-ce qui se cache derrière quelque chose? Il y a parfois un petit détail dans un instrument qui le rend particulier. Oui, on est d'accord. Il y a les détails techniques sont intéressants et les souvenirs et l'héritage qu'ont les anciens sont très, très importants. C'est une priorité, mais cette priorité arrive derrière l'inventaire. C'est-à-dire qu'on fait d'abord un inventaire, pas forcément exhaustif, mais déjà un inventaire important, pour voir quels sont les objets qui ont une particularité la plus importante et lesquels ont un contact avec des équipes qui sont, comme l'a dit Daniel, qui sont encore disponibles pour nous fournir cette information. Il faudrait surtout se servir de ce patrimoine pour montrer l'évolution des technologies et que c'est ce patrimoine passé qui petit à petit a abouti à la cimentation d'aujourd'hui. Oui, alors ça, c'est une démarche, comme on l'a dit, qui est très importante, mais cette démarche-là ne se fera par un spécialiste de l'évolution des techniques que s'il dispose des informations. Donc, pour l'instant, on sauvegarde les informations, on les stocke. Voilà. Et par contre, il y a des gens il y a pas mal de gens qui travaillent sur l'évolution des techniques. Ça, c'est une démarche scientifique qui existe quand même beaucoup. Mais si on veut attirer des gens pour faire ça, il faut qu'on leur donne les matériels et pas qu'on leur dise c'est peut-être dans le bureau là-haut ou c'est peut-être là. Bon. La question que je voulais poser n'est pas tout à fait dans ce. Je comprends, et c'est bien normal, qu'aujourd'hui, on est dans l'urgence, entre guillemets, on essaye de faire en sorte qu'au moins les choses qui existent aujourd'hui soient préservées et documentées, ce qui n'est pas évident. Donc ça, déjà, c'est pas. Mais au-delà de ça, tu sais bien, tout le monde sait bien que, s'agissant du spatial, il y a très peu de choses qui existent aujourd'hui qui sont nées comme ça du néant. Ça n'existe pas. Ce n'est pas né du néant, c'est né de 40 ans de travail de chacun, faisant évoluer les idées, faisant évoluer l'instrumentation, profitant de ce qui existait par ailleurs, parce que ça aussi c'est important, le spatial, c'est un attrape-tout, c'est pas... Il développe très rarement des choses qui lui sont propres, sauf peut-être pour la production des fusées, encore même pas, il va chercher les militaires. Donc, il s'approprie des choses. Donc, vous n'avez pas eu l'idée, la possibilité, d'essayer d'identifier, parce que ça peut se faire. Sur 50 ans, il y a des grandes aventures spatiales qui, petit à petit, ont abouti à ce qui existe aujourd'hui. Et écrire l'histoire de ça, c'est intéressant. Je comprends bien que, évidemment, on ne peut pas l'écrire si on n'a pas les données, mais d'un autre côté, on peut peut-être le faire en même temps. C'est-à-dire que c'est donner l'histoire d'une grande filière spatiale. Il en existe une grande filière spatiale. Et elles ne sont pas nées du... On est complètement d'accord. C'est pour ça que quand tout à l'heure, la question quelle est notre cible, c'est celle-là. La cible, c'est de pouvoir donner un maximum d'informations pour que très rapidement, on se focalise sur cette histoire instrumentale, cette histoire-là, et que ceux qui le souhaitent disposent de l'ensemble des éléments. Donc, bien évidemment, on ne va pas attendre d'avoir fini de tout archiver, mais il faut qu'on démarre quand même un minima et qu'on ait un minimum de choses, un minimum d'organisation, de méthode,
Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de choses techniques comme Omeka, etc., qui sont des outils. Il faut quand même qu'on choisisse ces outils le plus intelligemment possible. Ça paraît très technique hein, comme chose, hein, et ce n'est pas mon métier, mais c'est technique. Mais l'idée, c'est que dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, on se dise pas, ben mince, on n'a pas mis les choses au bon endroit, c'est inutilisable. Alors, ça arrivera de toute façon, je n'ai pas de doute avec ça, je ne me fais pas illusion. Mais voilà, on a quand même envie d'essayer de faire pas trop mal lancer les choses pour qu'après, ça se fasse bien. Moi, je veux juste rebondir, hein, je suis complètement d'accord avec ce que dit. C'est pour être d'accord. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein, on a vu, nous, parce qu'on est aussi en train de travailler sur cette notion. En général, on voit qu'il y a des associations d'idées. C'est-à-dire que quand on arrive vers quelque chose, on va mélanger des idées. Et typiquement, bon, on est sur le New Space, qui fait partie à un moment quelque part indirectement, qui va faire partie du patrimoine. C'est rien d'autre qu'une continuité du spatial traditionnel. C'est pour ça qu'on a besoin de cette mémoire. On est d'accord. On a besoin de la mémoire et effectivement, on a des fois tendance à réinventer la roue alors que finalement, d'autres gens avaient déjà donné des bases qui seraient très intéressantes et très inspirantes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de docs, effectivement, beaucoup de choses qui ne sont pas documentées, techniques, parce que les gens ne pensent pas, et d'ailleurs, on le sait, nous, dans nos équipes techniques, c'est le problème que j'avais souvent en discussion avec nos ingénieurs qui n'avaient pas le temps. Et on a dit, mais mince, ce truc-là, il va servir à tout le monde, il faut en écrire quelque chose. Et tout le monde pense qu'on va s'en rappeler, tout le monde pense qu'on va pouvoir le transmettre, et puis bien, ça part aux oubliés. Je donne la parole à Pedro parce que ça fait longtemps qu'il essaie de pouvoir parler. Je vais revenir sur l'utilisation du patrimoine par rapport au laboratoire. C'est un patrimoine, mais c'est souvent, comme on l'a évoqué ici, c'est un patrimoine conjoint de plusieurs personnes, de plusieurs pays, parfois militaires, etc. Donc, par rapport à l'utilisation de ce patrimoine, c'est régi sûrement par des lois. Est-ce que ça suit les mêmes lois que le domaine artistique, par exemple? Est-ce que le laboratoire peut faire ce qu'il veut? Est-ce qu'on est obligé de demander des autorisations par rapport, par exemple, la France a beaucoup travaillé avec la Russie? Est-ce que la Russie peut laisser passer, surtout quand on voit en ce moment la situation politique, est-ce que la Russie peut permettre l'utilisation d'un patrimoine qui fait partie aussi du sien aussi facilement, etc. Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, je reformule la question pour s'il y en a qui nous suivent encore sur Zoom. La question, c'est finalement, est-ce que ce patrimoine, est-ce qu'on a le droit d'en faire ce qu'on veut, puisque finalement, il appartient à plusieurs personnes. C'est souvent des co-développements. Et donc, du coup, à qui appartient ça et qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas faire? Prends ton micro. Alors, vas-y. Parce que si... Pour les archives, il y a des délais de communicabilité, ça s'appelle. C'est en fonction du sujet ou des droits qu'il y a dessus, il devient public ou pas. Alors avant, par exemple, l'état civil, c'est 70 ans après le décès de la personne qu'on a accès à l'état civil. Ou, comme exemple, les droits d'auteur, etc., ça devient dans le domaine public. Pareil, quand on publie quelque chose 50 ans après la mort de l'auteur, bah, voilà. Donc, ou alors avant, c'est vraiment pour la recherche qu'on peut passer outre le délai et qu'on peut avoir accès à certaines archives si elles ne sont pas classées au niveau militaire. Donc là, il y a encore d'autres délais qui s'appliquent. Et donc ça dépend aussi du sujet. Parce que par exemple, si c'est un truc nucléaire, eh ben, on n'aura jamais accès. En tant que public, même les chercheurs n'ont pas accès. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Mais il y a un tableau qui est fait justement par le Code du patrimoine pour tous les délais concernant les archives et leur communicabilité. Voilà. Alors, mais leur appartenance, est-ce qu'on a le droit qui pourrait revendiquer? Est-ce que quelqu'un peut revendiquer que finalement, il a contribué à la fabrication de ça, donc ça lui appartient aussi? Soit oui, les producteurs, du coup, ceux qui ont fait les archives ou l'instrument, donc un peu les deux, quoi. Mais longtemps après? C'est pour ça que ça, je ne sais pas trop. Et il faut qu'il en apporte peut-être la preuve. Oui, du coup, peut-être. Voilà. Bon, cela étant, pour l'instant, on n'est pas confronté trop à ça. On ne nous revendique pas grand-chose. Mais donc, pour l'instant, on fait l'inventaire. Encore une fois, l'inventaire, il faut le faire et d'ailleurs, que ça nous appartienne ou pas, en fait. De toute façon, ça fait partie des choses que Delphine adresse. Quand on a un objet, on se dit à qui il appartient.
Et donc, à qui il appartient, c'est qui est-ce qui l'a financé, etc. Donc, on essaye d'avancer là-dessus, puisque finalement, des objets que l'on a, en partie, ça peut être le CNES, l'Agence spatiale française qui l'a financé, ça peut être l'ESA, ça peut être après nos partenaires. Donc, c'est là aussi la recherche un peu d'où vient l'objet et les informations qu'on a qui vont nous renseigner sur qui pourrait être revendiquer l'appartenance. S'il n'y a pas de questions, merci pour votre dynamisme et vos questions et puis votre intérêt pour le sujet.